le site Marc Productions, ou Vue d'Auvergne, et qui a donc été réalisé dans le cadre du programme Levée de rideau soutenu par Clermont-Auvergne Métropole. Nous étions sur la scène de l'Opéra de Clermont. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Docteur Julie Geneste-Salins, psychiatre, chef de service de la CUMP au CHU et aussi aux urgences psychiatriques. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à l'ordre de passage des invités et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant que vous interveniez après Robert Martinez. Son témoignage est très fort, je pense que vous en conviendrez, et j'ose une question. Est-ce que tout le monde est capable d'avoir la force d'un Robert Martinez quand la vie lui amène l'obligation de l'aidance? Tout le monde. C'est vrai que cet homme est impressionnant. Et tout ce que vous avez fait après est aussi impressionnant, hein, toute cette dynamique qui s'est installée. Mais je pense que quand on se retrouve confronté à une épreuve de vie, il y a des ressources qui apparaissent qu'on ne soupçonnait pas. On pense souvent avant, on se dit si cela m'arrive à moi, je ne pourrais pas faire face. Et ça nous arrive à nous, et finalement on trouve des ressources, et ce qui est entre guillemets formidable dans l'épreuve, même si le mot formidable n'est pas forcément approprié avec l'épreuve, mais il y a quand même cette ressource qui apparaît qu'on ne soupçonnait pas. Cette ressource aussi qui est en lien avec l'amour qu'on porte à l'autre, à son conjoint en l'occurrence pour ce témoignage, mais c'est toujours un être qu'on aime, que ce soit le conjoint, l'enfant, le parent, il y a quelque chose de fort aussi de ce côté-là. Sur cette question de l'amour que l'on porte à l'autre, le conjoint, le frère, le sœur, le parent, on le voit différemment à un moment donné. C'est pas celui que l'on a aimé, c'est pas pour ce qu'il est là à cet instant-là qu'on l'a aimé. Est-ce qu'on a le droit aussi de détester la situation dans laquelle il nous met? Bien sûr, des fois ça soulève et ça amène une colère, hein, une révolte, une colère, etc. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais il y a, et dans votre témoignage, il y a la question du deuil. Alors pas du deuil parce que votre femme n'est pas morte le jour où elle s'est figée, mais le deuil effectivement d'une vie, d'une belle vie sans problème majeur, d'une relation d'amour comme elle était. Il y a quelque chose de l'ordre du travail de deuil, ce qu'on appelle nous, psychiatres, psychologues, le travail de deuil. Mais il reste quand même malgré tout, cette personne, elle est profondément là, même si elle est profondément différente. Donc il y a les deux. Et il y a ce lien d'amour qui nous lie à la personne qui est encore profondément là, même si le reste est complètement modifié. Donc il y a les deux. Il y a cette particularité de lien qui reste et de beaucoup de choses qui s'en vont. On nous a dit il y a un instant que nous n'étions pas suffisamment préparés à ces moments, par définition. Je vous pose la question un peu différemment. Comment vous, professionnels du soin psychologique, psychiatrique, vous pouvez aider les personnes à entrer dans ce rôle d'aidant? Alors la question de la préparation, on ne peut pas préparer à ce qui va nous arriver, évidemment. Mais on sait pour autant que la brutalité de l'épreuve la rend beaucoup plus difficile à vivre et voire même entraîne des états de stress majeur. Hein, et que, nous-mêmes, on peut tomber malade dans ces cas-là. Un aidant peut tomber malade. Oui, tout à fait. On sait que le caractère brutal de l'événement donne à l'épreuve un caractère beaucoup plus violent d'un point de vue psychologique. Ça, c'est certain. Mais en même temps, on ne peut pas se préparer, on ne peut pas vivre en se disant il faut que j'apprenne toutes les maladies neurologiques, tous les cancers qui existent, la symptomatologie. C'est pas faisable. Donc comment on fait effectivement, et vous l'avez très bien dit, très rapidement, il faut qu'il y ait des ressources qui se mettent en place, le plus rapidement possible, pour donner des clés de lecture à ces aidants, pouvoir comprendre ce qui se passe, pouvoir décoder les symptômes. Donc très rapidement, il faut qu'on puisse intervenir sur la spécificité de la maladie. Alors c'est le rôle des médecins, mais pas que. Et c'est le rôle effectivement des gens qui sont passés par là, des proches qui sont passés par là, d'où le sens de ces associations, c'est vraiment une ressource fondamentale. Prenez quelques instants, docteur, pour justement nous expliquer un petit peu comment vous voyez le rôle de toutes ces associations, de toutes ces structures qui sont aussi une passerelle entre l'aidant, la personne malade, j'allais dire qui souffre, même si elle ne s'en aperçoit pas, et puis vous aussi, les professionnels. Alors, toutes ces associations, tous ces aidants, ces pères aidants, P-A-I-R-S aidants,
ont un rôle fondamental. Moi, je dis souvent, c'est des co-thérapeutes. Les conjoints, moi, en psychothérapie, je trouve que c'est souvent mes co-thérapeutes, hein, et je les appelle souvent comme ça. Vous dites ça en À psychothérapie, mes patients, le il y a un conjoint super co-thérapeute à la maison, faites passer le message à mon co-thérapeute qui vous soutienne, et c'est vraiment extrêmement important, et c'est un rôle d'harmonisation. Et il faut justement, la première chose, à mon avis, pour ces aidants, c'est de clarifier le rôle, ce qui a été fait, je pense, hein, déjà lui donner un statut, le clarifier, et clarifier aussi les interactions, ce que fait chacun et la place de chacun. C'est fondamental déjà, que les choses soient vraiment situées, que chacun connaisse son champ, son non-champ, pour pas que non plus l'aidant devienne le médecin, parce que ça, c'est pas viable pour lui, il faut qu'il puisse rester dans son champ, que chacun puisse intervenir. Donc ça, c'est la première chose qui me semble fondamentale, c'est de clarifier le rôle de chacun et de clarifier les interactions qu'ont les uns avec les autres. Est-ce que à ce moment-là aussi, l'aidant peut apprendre à écouter différemment les problématiques qui se présentent à lui, les tracasseries auxquelles il va être confronté toute la journée, les angoisses? Est-ce que tout ça, ça s'apprend un petit peu comme on apprend à rédiger un courrier ou à rentrer dans un logiciel? Oui, bien sûr. Il y a des transmissions de connaissances, des transmissions de compétences, de savoir-faire, de savoir-être auprès de ces maladies, auprès des symptômes, etc. Mais il y a aussi une question, et avant de répondre à l'invitation, et je vous remercie de m'avoir invité, je te remercie, et Madame Roquejoffre, qui m'a dit que j'avais que 10 minutes, pour une psychiatre c'est quand même assez ambitieux de laisser que 10 minutes. Mais bon, c'est son côté Roquejoffre. Je te remercie. Je lisais un certain nombre, notamment les recommandations de l'HAS pour les aidants, etc. Je regardais un petit peu ce qui avait été dit, et je trouve qu'on oublie de poser une question aussi à l'aidant, c'est pourquoi il choisit de prendre ce rôle-là. Parce qu'il a le choix de ne pas le prendre? Il y a une forme de choix, en tout cas une forme d'acceptation. Et dans l'acceptation, il y a le fait de choisir et d'accepter de prendre ce rôle-là, d'endosser ce rôle-là. Alors, effectivement, des fois il y a le poids qui l'oblige, mais à un moment donné, il doit y avoir un mouvement, en tout cas on l'espère, un mouvement d'acceptation. Bien sûr, il y a l'altruisme, évidemment. Donc l'altruisme, on peut dire, l'altruisme, pourquoi on est altruiste? Pour l'autre, évidemment. On est altruiste pour l'autre, c'est une évidence. Mais on n'est pas que altruiste pour l'autre. L'altruisme doit être aussi bon pour soi. Doit être bon pour soi et doit rester bon pour soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon pour soi, ça ne veut pas dire que ça va nous laisser beaucoup de temps pour faire nos passe-temps favoris, non. Ça veut dire que ça va rejoindre une partie de nous qui vibre, l'amour qu'on continue à porter à son conjoint ou autre chose, ça va rejoindre une valeur. Mais rester bon pour soi, ça veut dire aussi pouvoir avoir un peu de répit. Et l'altruisme doit rester bon pour soi, sinon c'est plus de l'altruisme, c'est du sacrifice et ça devient dangereux pour tout le monde, pour celui qui est aidé et pour l'aidant. J'ai une dernière question, chère Julie, docteur. Tout ce dont on vient de parler, est-ce que ce n'est pas tout simplement aussi une définition de la résilience? Être aidant, c'est provoquer une résilience chez celui qui est malade, et vis-à-vis aussi du duo, du tandem qu'on a pu former avec lui à un moment donné. Bien sûr, ça rejoint tout à fait la notion de la résilience, et cette notion d'acceptation, c'est le cœur de la résilience finalement. Acceptation pas au sens résignation, acceptation plus au sens oriental du terme, c'est-à-dire c'est là et je vais faire avec. C'est pas je me résigne, mais je fais avec et j'accepte que la réalité soit là parce qu'elle est là de toute façon, la réalité. Ça me permet de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, cette colère, etc., qu'on peut avoir et qui se voit, qui est légitime aussi. À un moment donné, on a de la colère par rapport à ça. Et pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi ça lui arrive à elle? Etc. Et, alors, le bon Dieu et ses saints m'excuseront sans doute de parler bouddhiste, mais il y a beaucoup de points communs dans les différentes religions, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Les bouddhistes ont une expression assez intéressante par rapport à ça. Ils parlent de la seconde flèche, pour expliquer justement des fois la souffrance qu'on s'inflige par la colère et la non-acceptation. Ils disent que la métaphore, c'est autour des flèches. Quand on reçoit une flèche, forcément, ça fait mal. Si on recevait une flèche, on n'est pas dans un pays où on reçoit des flèches, mais on pourrait encore, ça fait mal, effectivement. Ça, c'est la douleur. La douleur, elle est là, elle fait partie de la réalité. C'est la maladie qui nous tombe dessus. Elle est là, bon, on n'a pas le choix, il y a de la douleur.
La seconde flèche, nous disent les bouddhistes, c'est tout ce qu'on se dit et tout le jugement qu'on a sur ce qui nous arrive. C'est pas normal que ça m'arrive à moi, pourquoi tout allait bien, et c'est pas juste, on a déjà eu tel souci, il nous arrive encore un deuxième souci, il y a déjà eu des décès dans la famille, pourquoi il y en a encore, pourquoi ça tombe toujours sur nous, etc. Ça c'est tout, finalement, le jugement que l'on se comporte sur ce qui nous arrive. Parce que les bouddhistes arrivent à la seconde flèche, et ils disent que la seconde flèche, en fait, est souvent plus douloureuse que la première. Et que la seconde flèche, la particularité, c'est qu'on peut se l'éviter ou pas. Et la résilience, c'est ça. C'est finalement faire avec la première flèche et éviter d'être dans la seconde flèche. Et pour éviter d'être dans la seconde flèche, l'action, comme le disait monsieur juste avant, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, ok, c'est là dans ma vie, et comment je vais faire avec ça, et maintenant comment j'avance avec ça, qu'est-ce que je vais construire autour de ça pour aider les autres qui vont être dans la même situation, etc. Et ça, c'est justement ne pas s'infliger une seconde flèche que de partir dans l'action. Docteur Julie Geneste-Salins, merci.